on attend, mais n'oubliez pas une chose qui est de la répétition, mais de toute façon dans les marchés tout est de la répétition, c'est quand on était là, c'était la mort. Et pourtant c'était la mort absolue, et croyez-moi j'y étais. Je me souviens, le jour du bottom, je faisais un live où on était genre 20, truc comme ça, on chouinait parce que Bitcoin était à 16 000, on faisait un live sur la data availability, c'est pour vous dire à quel point c'est nerd as fuck. Et je m'en souviens de cette session-là, cette période-là, c'était la mort. Personne n'avait envie d'acheter. Et pourtant, c'était la meilleure période d'investissement. Je dis pas que on est dans des situations similaires. Je dis pas qu'on peut pas redescendre à 45, 40, 50, 48, j'en sais rien. Bien sûr que si. Mais n'oubliez pas que dans les marchés financiers, il faut acheter la peur, il faut vendre l'euphorie. Il y a des vérités générales qui sont pas agréables en day to day, qui sont pas agréables jour après jour comme ça, mais qui sont pourtant la vérité. Petit point sur le marché, comment les choses avancent. C'est vrai, tu sens que les gens sont à bout. Ah ouais, tu sens que les gens sont à bout. Justement, je voulais quand même vous montrer ce graphique de Fear and Greed qui est extrêmement classique, mais quand même vous montrer que on est quand même vraiment dans une période où le Fear and Greed, si on prend par exemple sur le mois dernier, on a passé 26 jours dans la peur. Et c'est absolument énorme. Si on regarde sur l'année, on a passé 46 jours dans la peur sur l'année, dont 26 au mois d'août. Donc on a un sentiment de marché qui est vraiment catastrophique, mais au final, c'est dans ce type de période que personnellement je suis extrêmement optimiste pour la suite. Vous vous rappelez qu'on était dans les 70 000 et qu'on faisait des lives, on avait touché les 70 000, là, dans cette période-là, et qu'on était redescendu là, par exemple, à, non même pas, 65 000. Et là, t'avais plein de gens, et tous les créateurs, tous les gens dans le chat, etc., qui flexaient un peu le fait qu'ils avaient racheté la correction. Qui disaient, ouais, j'ai racheté à 65 000, je suis trop content, j'ai eu un bon point d'entrée. Il y avait vraiment ces sentiments optimistes, ce sentiment confortable dans l'investissement. Et ça, on le voit beaucoup moins. C'est beaucoup moins stylé de dire je rachète et je suis très optimiste. Et là, on arrive à un stade où les convictions deviennent mauvaises. Les gens commencent à paniquer, on commence à parler de fin, de pas de bull run, pas de bear market, etc. Vous savez, dans cette période-là, j'étais un peu plus réservé parce que j'avais pas envie de dire, moi, je suis très optimiste, machin et tout. Là, par contre, je peux vous le dire, avec toutes les analyses que j'ai fait, oui, il y a des risques de récession. Oui, il y a des risques de, je sais pas, de tout ce que vous voulez, de situations compliquées. Oui, il y a des risques que les banques centrales coupent les taux d'intérêt un peu trop vite et du coup, à court terme, pour Bitcoin, ça peut être mauvais. Mais à long terme, nous sommes dans une configuration que je trouve très optimiste pour les crypto-monnaies et je ne change absolument pas ma conviction. On avait fait un petit call avec Paul, Crypto Formation, que vous connaissez. C'est que c'est dur psychologiquement, parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les mouvements de marché affectent aussi beaucoup les créateurs. Je sais pas, j'ai pas envie de dire encore plus, mais affectent en tout cas les créateurs. Enfin, on a discuté d'un truc qui m'a un peu marqué, c'est que je lui ai dit, mais en fait, dans tous les cas, on a deux possibilités. C'est-à-dire que là, les jeux sont déjà faits, pour la plupart d'entre nous. Et en fait, il y a deux possibilités. C'est soit on continue d'y croire et on a une stratégie, on part du principe que nos convictions vont payer, et on optimise ça. Soit on fait genre un demi-tour complet, et on se casse complètement de ce marché. Et j'ai pas envie de faire un demi-tour complet, et je ne vois pas les raisons de faire un demi-tour complet, dans le sens où, actuellement, la configuration est, j'ai pas envie de dire bullish, mais normale d'un point de vue temporel pour les crypto-monnaies. Pourquoi elle est normale? Parce que je vais vous montrer un truc, et là on va sortir le trading view. Parce que je trouve, on en avait parlé la semaine dernière, que la situation est extrêmement similaire à une période qui est la période de 2019. Donc en gros, on a eu le bull run de 2017, où Bitcoin est allé toucher les 19 000 $, bull run de 2017, bear market, situation, on ne peut plus classique. On est arrivé avec un bottom en 15 décembre 2018, enfin à peu près, et globalement le marché, en début 2019, a commencé à remonter. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est passé globalement là, de 8, enfin à peu près en février 2019, on était à 3 000 $, on est passé à 13 000 $, donc on a fait plus de x4 de février au mois de juin. Donc en l'espace de 4-5 mois, grand maximum. Sauf que c'était une période avant halving, c'était pré-halving. Le halving c'était en 2020, là, en 2019, Bitcoin a fait x4 sans spécialement de raison. Et vous voyez que là, on était dans une période, si on peut regarder le Fear and Greed, est-ce qu'on peut le voir le Fear and Greed ever sur CoinGlass, je ne sais pas. Voilà, en 2019, on avait un Fear and Greed où ça se passait bien, quoi. Voilà, on est monté à 92 en juin 2019. 92, les gars. Il n'y avait pas de halving, etc. Ça vous rappelle rien. On est monté à 92 et là, on part de juin et là, on a eu une période de merde où on est passé de 12 à 9, on est remonté à 12, on s'est dit ok ça repart, on est remonté à 7, on est remonté à 9, on est redescendu à 6, et tout ça jusqu'au crash Covid de mars 2020. Entre juin et mars 2020, enfin 2019-2020. Vous vous rendez compte? Entre juin et mars, pardon, quasiment un an, 8-9 mois. Vous vous rendez compte à quel point c'était long cette période-là? Et imaginez-vous pour les altcoins, c'était exactement la même chose. Je voulais vous montrer ça. Est-ce que vous connaissez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la charte de la hype de Gartner. Avant de regarder les petits tirets là, je vous explique le délire. En gros, c'est la charte qui permet
de matérialiser la vie d'une nouvelle technologie depuis son lancement jusqu'à, si elle le passe, la période où elle est vraiment intégrée sur le marché, où le marché l'accepte. Il y a plusieurs étapes. On a la première étape, qui est l'étape de innovation de trigger. Donc en gros, le déclenchement, ChatGPT, le lancement, apprendre ChatGPT. Pendant cette période-là, on a une énorme période là d'euphorie qui se base, qui est une période de hype, qui est une période d'attente. D'accord? On se rend compte que ChatGPT c'est incroyable. En repas de famille, tonton il parle de ChatGPT, il vous dit que c'est fou mais qu'il comprend rien. Il y a plein de trucs on en parle à la télé, c'est un truc de fou, ça va révolutionner, ça va tout changer. On a une grosse période qui va extrêmement vite et qui arrive à ce moment-là, ce pic, juste avant la redescente, qui est ce qu'ils appellent le peak of inflated expectation, le pic des attentes sur une technologie. On se dit que ça y est, ça va révolutionner les choses. Sauf que vous voyez que dans cette période-là, il n'y a pas une énorme période de temps. On le voit pas, mais sur l'échelle de la courbe, vous voyez que c'est pas énorme. C'est quelques mois, c'est quelques années, ça peut être quelques semaines. Et donc on arrive à un stade où tout le monde a des attentes de fou furieux sur un projet, sauf que les développeurs, les créateurs, tout le monde, personne n'est prêt. Et en plus, les gens, tu vois, vous voyez un peu le délire où là, il y a ChatGPT, et là, il y a des gens qui se disent « Oh putain, ChatGPT, ça marche bien, moi aussi, je vais lancer mon truc. » Sauf qu'ils sont beaucoup moins forts que ChatGPT, ils développent un truc le plus vite possible pour que ça sorte et que ça profite de cette hype-là. Et on arrive à un moment où on se dit « Ok, il y a une attente de fou, par contre, les produits, la plupart sont pas au niveau. » Et on se rend compte, et on l'a même eu avec ChatGPT, justement, qui est genre, sans mentir, honnêtement, l'une des révolutions de la décennie. ChatGPT, sincèrement, où on est en train de se dire oui, ChatGPT, il est plafonné, finalement il est pas si intelligent, etc. On est en plein dedans. On a le pic là, et on a ensuite une grosse redescente, la désillusion. On se dit bon bah finalement, cette technologie, elle était pas si ouf, c'était pas si incroyable, ça va pas révolutionner les choses, ChatGPT va pas remplacer tous nos tafs, quand je lui demande un truc, je comprends pas, il veut pas me faire ma thèse de 200 pages, il est nul, c'est chiant. Donc on a cette grande période de désillusion, jusqu'à arriver là, au fond du gouffre, où vraiment tout le monde n'a rien à foutre. Et là, on a une deuxième phase, qui est la deuxième phase de remontée graduelle. Là, c'était que de la hype. Et là, les projets qui sont restés pendant cette période où il n'y avait plus aucune hype, il y en a énormément qui sont partis. Les projets qui sont restés, ils sont là, et il y en a certains qui se disent, ok, nous on va continuer, on va développer. On a fait une V1, elle était pas ouf, donc elle s'est fait démonter là, ok. On va faire une V2, elle était un peu mieux. Puis une V3. Ah, une V4. Et la V4, les gens qui au final étaient là, qui sont barrés complètement et qui reviennent, se disent putain la V4, c'est stylé. Ça, putain, tu te rappelles le ChatGPT, ça date, mais ouais, ça marche bien là. Progressivement, le projet s'améliore, génère des revenus, trouve une base utilisateur solide qui utilise le produit pour ce qu'il est, pas pour la hype, pas pour quoi que ce soit, et qu'on arrive à une période qui est la slope of enlightenment, la vallée de l'illumination, la traduction est un peu bancale, jusqu'à ce que le marché trouve son market fit, son adéquation de marché, le plateau de productivité. Ça, c'est la charte de hype de Gartner. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous dit un truc? Je pense qu'on a beaucoup à gagner à connaître cette charte et à ajuster ses investissements en fonction de où le projet se situe dans cette charte, qui est très simple. Mais si on est à droite, comme c'est le cas pour Ethereum, pour Bitcoin, pour AAV, peut-être des projets DeFi, qui ont eu le pic de la hype de la DeFi, qui sont redescendus, tout le monde n'avait rien à foutre de la DeFi, puis qui sont remontés, c'est une énorme erreur d'analyser les projets dans la courbe de droite que dans la courbe de gauche. À gauche, on va plutôt regarder tout ce qui est momentum, tout ce qui est utilisation, tout ce qui est communauté, tout ce qui est hype en fait. Vous voyez ce que je veux? Tout ce qui est spéculation. On va vraiment s'intéresser à ça. Par contre, on va être un petit peu plus agressif sur nos stratégies de prise de profit parce que les choses vont beaucoup plus vite et on peut très vite redescendre. Alors qu'à droite, on est dans une situation où les projets n'ont plus énormément de hype. Donc on va regarder la base utilisateur, on va regarder les revenus générés, on va faire une analyse fondamentale concrète pour savoir comment les choses vont se faire. Et je vois trop de gens qui font cette erreur-là, analyser des projets de droite comme s'ils analysaient des projets de gauche et inversement. Et je pense que c'est une grosse erreur. Et je voulais vous montrer un truc qui est le fait, un truc un peu bizarre, c'est que regardez, si on prend le bottom là et le bottom là, on a 47 mois, d'accord? Et là, j'ai pas la charte. J'ai pas l'autre charte pour vous montrer, mais globalement, ce que je vais vous montrer, c'est que ça fait 2 fois de suite très exactement que les 2 bottoms de Bitcoin de bear market, donc en gros le botcoin de 3000 $ et le bottom de 15-16 000, en gros ça fait 2 fois de suite que les 2 bottoms ont exactement 47 mois de décalage. Genre exactement 47 mois, les deux mois de bottom ont 47 mois de décalage. Ce que je trouve assez ouf. Et du coup, ce qui pourrait quand même nous propulser et nous permettre de mettre en place, surtout pour ceux qui ont une stratégie d'investissement sur 2 cycles, qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup, vous le savez, de mettre en place des prédictions d'investissement qui pourraient nous emmener à un bottom. Je crois que c'était pas fin 2025, mais c'était un bottom en fin 2026, un truc comme ça, du marché des crypto-monnaies, mais en tout cas, il y a 47 mois, très exactement, entre les 2 bottoms 2 fois de suite. Si on fait les prédictions, ça nous emmène à un bottom à novembre 2026. Pour le coup, ça serait déjà assez cohérent. Et pour les stratégies d'investissement en bear market et pour une stratégie sur 2 cycles, ça fait du sens. Et je pense que ça serait vraiment une bonne chose.
de regarder un petit peu comment les choses se passent, parce que là on en est encore loin, mais les gars, les meilleurs investissements se font en bear market, genre il y a aucun doute là-dessus. Et vous le savez, j'ai une stratégie qui est sur 2 cycles, faudrait que je vous en parle un peu plus en vidéo un coup. J'ai une stratégie qui se base sur 2 cycles et pas simplement un cycle, pour plein de raisons, et c'est pour ça que en ce moment j'étudie aussi beaucoup le fonctionnement des bear markets. C'est pour ça aussi que je vous montre ce qui s'est passé en 2019, pourquoi, etc., pour essayer de comprendre un petit peu, parce que vous vous rendez compte de la différence de multiples qu'on fait si on rentre à 20 000 ou si on rentre à 50 000. C'est un truc de fou, et si on le fait ça sur 2 cycles, les multiples sont absolument aberrants. Alors oui, c'est plus long, oui, ça demande plus de patience, plus de choses, mais force est de dire que actuellement les investissements de bear market sont très importants, et en plus du fait qu'il y ait pas mal d'opportunités de short, etc.